Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission de radio Parlons laïcité, émission que vous voyez tous les premiers jeudis de chaque mois de 17h à 19h à Évry-Courcouronnes et que nous diffusons après sur YouTube pour le grand plaisir de tout le monde. Alors, petite modification de programme par rapport à ce qu'on avait annoncé le mois dernier. Notre invité a eu une contrainte professionnelle, donc on a dû changer carrément la thématique et l'invité, mais on a gagné au change, je pense, puisque aujourd'hui, nous allons parler de comment défendre les acteurs de la laïcité. Et nous aurons pour ça Didier Lemaire qui sera présent et donc on en est ravis. Bienvenue à notre invité, bienvenue à Didier Lemaire. Et puis, sans plus attendre, nous allons commencer l'émission. Parlons laïcité. Bonjour à toutes et tous, Didier Lemaire, bonjour à vous. Bonjour. Je suis vraiment très content de vous voir aujourd'hui. J'ai suivi un peu votre parcours, c'est assez étonnant, édifiant. Vous étiez professeur de philosophie au lycée de la Plaine de Nauf à Trappes, dans les Yvelines, oui. Et pendant au moins 20 ans. Et puis, il y a eu, à un moment donné, il y a eu l'assassinat de Samuel Paty. Et là, votre vie a complètement changé. Oui, elle a basculé à partir de ce moment-là, en effet. À ce moment-là, j'ai écrit une lettre dans l'Obs, une lettre aux enseignants, pour les avertir de la situation qui dépasse évidemment celle de Trappes, même si Trappes est une ville connue en Europe pour être la première ville à avoir fourni des djihadistes qui sont partis en Syrie, en Irak. Je voulais, après cet assassinat, je voulais m'adresser d'abord, j'ai réfléchi, je voulais m'adresser d'abord à mes élèves et à mes collègues, et puis ça m'a semblé vraiment dépasser le cadre du lycée. Il fallait que je m'adresse vraiment à tous les enseignants de France, ce que j'ai fait dans cette lettre aussitôt après sa publication, au retour des vacances, au mois de novembre. La police m'a mis sous escorte, c'est-à-dire que pendant quelques semaines et quelques mois, j'ai enseigné, accompagné par des policiers depuis mon domicile jusqu'au lycée. Et puis les jours passaient et autour du lycée, il y avait certains jours 3, quelquefois 10 policiers armés, quelquefois très lourdement. Pendant cette période qui a été pour moi assez difficile parce que je savais très bien ce que je risquais, étant dans une ville où beaucoup de djihadistes sont partis. Je savais qu'un passage à l'acte était possible. Je savais aussi que je pouvais compter sur la police nationale, même si à cette époque-là, c'était encore une période de Covid et les équipes étaient pas toujours présentes. C'était une période difficile, mais j'ai accepté de prendre ce risque. Le rectorat de l'Académie de Versailles m'a fait des propositions assez rapidement, pas tout de suite, mais au bout de 3 mois, quand mon affaire a commencé à être médiatisée, m'a fait des propositions de poste ailleurs. Je les ai refusées parce que je ne voulais pas contribuer moi-même à mettre la poussière sous le tapis. C'est-à-dire qu'il était hors de question pour moi d'avoir mené ce combat pour dire tout simplement la vérité sur la situation de l'école et la pression islamiste dans l'école. Il n'était pas question de disparaître. Et il fallait au contraire que je saisisse cette sorte d'opportunité pour continuer ce combat, ce que j'ai fait jusqu'au moment où c'est devenu une chose impossible. C'est-à-dire qu'à partir du mois de mars, la pression médiatique était telle. Alors je ne sais pas si vous m'avez vu sur les plateaux de télé, c'est tout à fait possible. Ce ne sont pas des lieux d'ailleurs sur lesquels je me sentais très à l'aise. Moi je suis un être assez secret.
je suis aussi par ailleurs artiste. J'ai fait des expositions, par exemple pour les Nuits Blanches. Je suis moins connu pour ça, mais à Paris, à Bruxelles, dans des musées, où je mets en lumière la poésie. Donc je suis plutôt quelqu'un d'un naturel discret. Et donc me retrouver comme ça sous la lumière, c'était un peu difficile, mais il fallait le faire. Et puis à partir de ce moment-là, les choses se sont enchaînées. Je ne pouvais plus me rendre au lycée tellement j'étais escorté par les journalistes. Et de toute façon, même vis-à-vis de mes élèves, il n'était plus question d'assurer la neutralité, puisqu'ils me voyaient dorénavant non plus comme un professeur, mais comme quelqu'un qui avait une prise d'opposition politique. Nous avons convenu que je serais suspendu, et à partir de cette période-là, j'ai vécu sous protection policière, c'est-à-dire que j'étais dans mes déplacements accompagné de policiers qui veillaient ma sécurité pendant quelques mois. Voilà, ce qui a bouleversé aussi ma vie. Mais je dois dire que, heureusement que dans notre pays, il y a un service public qui tient encore la route, qui est celui de la police, même si là, il est vrai aussi, en tout cas le renseignement territorial a peut-être, c'est pas à moi de le dire, mais c'est la justice peut-être qui l'établira, peut-être a-t-il un peu défailli tout de même dans l'affaire de mon collègue de Samuel Paty. Je vous sens très critique vis-à-vis de votre hiérarchie. Oui, alors je ne pensais pas d'ailleurs commencer par la fin, si j'ose dire, de mon parcours, parce que je dois vous dire quand même que si j'ai enseigné un peu plus de 20 ans à Trappes, j'y ai pris année après année un plus grand plaisir et même un bonheur d'enseigner. Pour moi, c'est enseigner la philosophie, je trouve que c'est un métier vraiment magnifique. Et le faire à Trappes, c'est-à-dire avec des élèves qui majoritairement viennent de classes sociales plutôt pauvres, il faut bien le dire. Pas mal aussi d'enfants qui ont des parcours pas évidents, qui cherchent qui s'accrochent à l'école parce qu'ils savent que s'ils ne s'accrochent pas, ils vont partir dans d'autres lieux. Il m'est arrivé de revoir des élèves qui avaient échoué au baccalauréat de très peu de points et me raconter leur séjour en prison, par exemple, revenant avec des regrets de ne pas s'être investi suffisamment. Alors oui, je suis critique sur l'institution parce que l'institution non seulement ne m'a pas protégé, je dois dire que c'est la police qui m'a protégé, je le sais. Je sais quel est le colonel des renseignements territoriaux qui a pris la première décision et qui était lui-même étonné qu'aucun ministre n'ait pris cette décision. Donc c'est vrai que j'ai senti un très fort soutien de la police judiciaire de Versailles aussi, où j'ai été très longuement entendu avec mon proviseur. Mais l'institution, l'éducation nationale, après avoir, et je pense que la justice l'établira un jour, failli, mais vraiment failli dans l'affaire de mon collègue Samuel Paty, moi j'ai pu mesurer à quel point elle ne m'a pas protégé. C'est-à-dire que dans cette période où j'étais escorté, je suis allé voir la préfecture, je suis allé voir les responsables du rectorat en leur disant « Mais comment envisagez-vous mon avenir en tant que professeur maintenant que je suis jeté en pâture sur les réseaux sociaux, que je suis traité d'islamophobe et de raciste, je suis devenu une cible. Donc comment envisagez-vous mon avenir ?» Et la réponse a été « On va vous donner un poste dans un endroit tranquille où vous n'aurez pas beaucoup d'heures à faire et en gros, vous la fermerez, quoi. » Voilà, ça a été la réponse de l'institution. Un peu plus tard, d'ailleurs, il s'est passé quand même quelque chose d'exceptionnel. C'est la première fois dans notre pays qu'un maire entre dans un établissement scolaire et distribue des tracts qui ont un caractère politique, mettant en cause un professeur, mettant en cause sa probité, son honneur. Il était passible de poursuite pénale pour cet acte délictueux. Je sais que le ministre alors était au téléphone et savait très bien ce qui se passait. D'ailleurs, le proviseur redoutait cette intrusion. Il avait prévenu le maire qu'il n'avait pas à faire cet acte-là. Je n'étais plus dans l'établissement à ce moment-là, mais tout de même, voilà. Et je dois dire que là encore, j'ai vu une faillite de l'institution, c'est-à-dire que la loi est violée, elle met en cause l'honneur d'un professeur et rien ne se passe.
Rien ne se passe. Il faut bien comprendre une chose. Moi, je n'ai jamais été, et je l'ai dit, menacé de mort directement, pas reçu des messages me disant on va te tuer. Mais il suffit, et ça a été le cas pour d'autres enseignants, et même on peut se passer de le faire aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé à Dominique Bernard. On n'a pas besoin même de les désigner comme islamophobes et racistes. On n'a même plus besoin de le faire. Mais le dire, c'est désigner réellement une cible potentielle. Donc n'importe qui peut passer à l'acte. Moi, j'ai vécu avec ça. Je me suis préparé, je vous le dis vraiment, je l'ai raconté dans mon livre de témoignages, Lettres d'un hussard de la République. J'ai vécu en sachant que je pouvais mourir, en sachant qu'en m'en rendant à mon lycée, je pouvais être assassiné. Et j'ai mesuré réellement cet acte et je me suis dit, je prends le risque. J'ai même des policiers, des services de renseignement qui m'ont dit non, vous n'allez pas. Si vous n'avez pas un policier derrière la porte, vous n'allez pas enseigner. Je ne l'ai pas fait, je ne les ai pas écoutés parce que sinon c'était accepter moi-même de participer à la politique de l'éducation nationale, c'est-à-dire mettre la poussière sous le tapis. Et je vais vous le prouver tout de suite à quel point l'éducation nationale a mis la poussière sous le tapis, mais ça je l'ai appris quelques mois seulement plus tard, après la publication de mon livre. J'ai reçu un coup de téléphone d'une ancienne collègue d'un collège voisin qui m'a dit moi j'ai été exfiltré au mois de janvier, donc moi je suis parti au mois de mars 21. J'ai été exfiltré avant toi, vous voyez à ce moment-là, parce que j'ai été accusé par des parents d'élèves d'avoir fait un cours raciste, ce qui n'était absolument pas le cas. Et d'ailleurs, le parent d'élève qui a harcelé ce professeur l'a traité de raciste et l'a désigné comme une cible. Ce parent d'élève a été condamné par la justice, même s'il a fait appel. Je précise qu'il détenait aussi des armes dans son domicile. C'est vous dire la gravité des choses. Et cette collègue, elle a été... ce sont les renseignements territoriaux, pas l'éducation nationale, pas le rectorat de Versailles, lui a dit « Madame, il faut quitter votre domicile, vous allez partir, maintenant votre vie est en danger ». Elle l'a fait, je précise qu'elle a fait tout ça à ses frais, qu'elle s'est retrouvée au milieu de la France, dans un endroit qu'elle ne connaissait pas, alors c'était une jeune professeure, elle avait construit sa vie à Trappes, elle était très impliquée à Trappes, y compris dans la vie associative, comme moi d'ailleurs. Voilà comment il faut savoir comment l'éducation traite les professeurs. Et d'ailleurs, lorsque j'ai rencontré le ministre, ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises, je lui ai d'abord demandé l'autorisation de lui parler, non pas seulement comme professeur soumis à ma hiérarchie, mais comme citoyen, ce qu'il a accepté. Et je lui ai dit, maintenant je vous parle comme citoyen de ma collègue, je vous prie, je lui ai demandé de rembourser au moins ses frais de déménagement. Voilà. Ce que j'avais déjà demandé à son directeur de cabinet, ce qu'il n'avait pas fait, je précise. Donc oui, je suis très critique vis-à-vis d'une institution qui, en apparence, tient des discours qui sont des discours de laïcité, mais qui, dans les faits et dans le réel, dans les actes, ne protège pas les enseignants. Et ils ne les protègent pas pour une simple raison. Ce n'est pas simplement qu'on ne peut pas les protéger, c'est que cela impliquerait de changer pas mal de choses dans l'éducation nationale. De changer déjà de faire un travail de prévention, ensuite un travail en direction des élèves qui mènent des provocations dans les établissements. Ce travail, moi je ne suis pas du tout, c'est bien clair, je viens de la gauche, je ne suis pas du tout un extrémiste et je suis pour le droit. Hein. Mais nos lois telles qu'elles sont aujourd'hui et nos règles ne peuvent pas s'appliquer dans un État dans lequel une pression aussi forte d'un ennemi qui veut abattre la République, qui a un projet politique, nos lois ne sont pas adaptées. Il faut le comprendre. Nous ne sommes pas face à simplement des fondamentalistes. Il ne s'agit pas simplement d'une dérive religieuse, il s'agit d'un projet politique. Alors, je voudrais prendre un petit peu quand même le temps de vous raconter mon parcours quand même, puisque j'ai commencé un peu par la fin. Je pensais vous parler du début, de mon début à Trappes, parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, moi je m'intéresse avant tout à la philosophie et à la poésie, et j'étais loin de penser un jour que je devrais assumer ces responsabilités-là, prendre la parole publiquement
Je suis plutôt d'un naturel effacé et timide. J'ai détesté la lumière, mais il fallait que je le fasse. Et il fallait que je le fasse parce que j'ai été témoin d'une transformation de la ville en 20 ans, dans mon lycée. Oui, moi, j'ai travaillé à Trappes pendant une dizaine d'années, jusqu'en 86, et j'ai pas du tout senti ça. J'avais des jeunes, je travaillais avec les jeunes, et c'était des jeunes qui avaient envie de s'en sortir, qui étaient dans une misère noire. Certains avaient fait de la prison, mais c'était les grands frères de Doc Gineco et Jamel Debbouze. Quelque chose a changé. Moi, je suis arrivé à Trappes en 2000, et d'ailleurs, on m'avait dit que je venais d'un lycée beaucoup plus facile, et avec des élèves, c'est vrai, d'un niveau beaucoup plus élevé, que je pouvais emmener en classe préparatoire, faire des cours de philosophie extrêmement instruits. Et puis, j'ai pris très vite goût à cette jeunesse, d'abord parce qu'à Trappes, il y avait des options artistiques, du théâtre. J'ai été aussi, un peu plus tard, professeur de cinéma, ce qui m'a appris beaucoup à changer aussi mon rapport aux élèves, parce que, je vais peut-être dire quand même un mot de ce que c'est que le métier de professeur, et de professeur de philosophie, et de professeur de cinéma, mais voilà, moi, les élèves m'ont appris énormément de choses à Trappes. Je m'y suis senti bien parce que j'avais des élèves qui, je les sentis s'accrocher à l'école. Et puis, au départ, les premières années, je dirais que jusqu'à 2012-2013, il y avait une diversité sociale. Quand je dis une diversité sociale, ça veut dire qu'il n'y avait pas que des élèves qui vivaient à Trappes, il y avait des élèves qui venaient d'autres villes et de villes très différentes. Et donc, le mélange faisait que personne n'avait de comportement stéréotypé ou dans la manière de parler, et qu'il y avait une certaine fluidité dans nos échanges en classe. Et les choses ont changé progressivement. Je dirais que à partir de 2012-2013, il y a eu le changement de la carte scolaire, il y a eu de nouvelles options, des lycées qui nous ont pris. On avait aussi les options des classes qu'on dit d'infirmières, c'est-à-dire les classes sociales et médicales, qui sont souvent des élèves très, très intéressantes, souvent des jeunes filles qui viennent pour moitié de BEP et qui raccrochent le lycée, et qui sont souvent des élèves qui partent de vraiment très, très bas, qui n'ont pas une culture générale étendue, mais avec lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir, et j'ai eu d'excellents, je dois le dire, d'excellents résultats avec ces élèves-là, parce que très motivés. Il faut vous dire qu'à Trappes, il y a des années, avec des classes, je ne disais pas chut une seule fois. C'est vous dire l'ambiance en classe, c'est-à-dire que les élèves sont réellement motivés pour apprendre, et que le cours, c'est vraiment la joie. C'est la joie. Parce que enseigner la philosophie, c'est découvrir sa propre liberté. En fait, c'est permettre aux élèves de découvrir leur propre liberté, leur liberté de penser. Parce qu'ils apprennent à manipuler les idées, et donc à ne plus être dans la croyance. À se détacher aussi. La croyance, elle a toujours une origine, qui est le groupe. À partir du moment où on commence à examiner les idées, comme on examine les nombres, où on est capable d'opérer sur les idées, on s'en détache et on découvre son pouvoir de penser. Ça donne d'abord beaucoup d'estime de soi, mais aussi ça permet de dialoguer avec les autres dans un esprit, je dirais, de fraternité. Et le cours, c'est vraiment ça. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe en classe, en réalité, c'est la mise en pratique de ce qu'est la nation. L'école est le ciment de la nation. La nation, la devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. Et c'est vraiment ça ce qui se passe dans un cours de philosophie. C'est trois choses qui s'exercent concrètement. Et le professeur, lui, c'est le médiateur qui permet cela. Alors certes, je n'avais pas des élèves forcément très instruits. C'est vrai que quand je faisais mes cours au lycée de Rambouillet, par exemple, je faisais des cours très très pointus, un peu universitaires. Mais en fait, à Trappes, j'allais au cœur des philosophies. Je leur donnais quelques points de repère philosophiques, mais je leur apprenais surtout à découvrir leur propre pouvoir de pensée. Et souvent, ils me disaient, monsieur, je commence ma dissertation, je pense d'une certaine façon, et j'arrive dans ma conclusion, et je dis exactement le contraire de ce que je croyais au départ. Voilà. C'est vous dire, si vous voulez, la puissance de la philosophie. Je vais quand même dire un mot sur ce mot de philosophie qui est très mal compris, très mal même enseigné, y compris parfois par les professeurs, pardon de le dire. On traduit souvent ce mot grec par amour
de la sagesse. Et c'est pas ça du tout. Je ne suis pas un sage, déjà. Et les philosophes eux-mêmes ne sont pas des sages. Et ceux qu'ils prétendent l'être, comme disait Sénèque, sont plutôt des fous que des sages. Le mot philosophia, ça vient de philia, qui veut dire avoir une relation d'estime. Philia, c'est l'amitié. Et amour, c'est autre chose. L'amour et l'amitié, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est l'estime de quoi? De sophia, c'est-à-dire non pas la sagesse, mais du savoir. Et les Grecs, ce qu'ils ont inventé, c'est vraiment ça, c'est le savoir. C'est Pythagore. Vous connaissez tous le triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est une démonstration, c'est-à-dire que Pythagore, ce que tout le monde sait depuis 1000 ans, que ça fait ça. Et on s'en sert pour arpenter, pour mesurer des distances, pour la navigation, etc. Mais on ne sait pas comment on le sait. Simplement, on le vérifie. Ça marche. Et ce que fait Pythagore, c'est qu'il le démontre. C'est-à-dire qu'il montre que ça ne peut pas être autrement. Ce n'est pas juste que ça se trouve comme ça dans l'expérience. C'est qu'on peut montrer que ce sera toujours ainsi. Et il transforme les mathématiques, qui sont plutôt un moyen de résoudre des problèmes économiques et des problèmes de déplacement, en une science. Et c'est ça l'estime du savoir. Et c'est lui d'ailleurs qui invente l'école. Parce qu'il va falloir développer l'esprit, c'est-à-dire de personnes qui vont rechercher la vérité. Pas croire qu'ils possèdent le bien. Aujourd'hui, on a ce gros problème d'ailleurs en politique. C'est qu'on a des politiques qui pensent toujours détenir le bien. Et vous savez qu'au nom du bien, on peut faire les pires maux. Les islamistes, ils pensent qu'ils font le bien. Les gens aujourd'hui qui répandent l'antisémitisme dans notre pays, ils pensent faire le bien. Ils sont persuadés de faire le bien. Et même aujourd'hui, je vois des professeurs à l'université, et même ça m'est arrivé, qui enseignent le bien. Mais moi, j'ai jamais eu cette prétention. Moi, j'enseigne mes élèves à rechercher la vérité. Et jamais je leur dis, quand je leur explique un texte de Kant, je leur fais la semaine d'après, en général, un texte qui va dire le contraire, et je les invite à réfléchir par eux-mêmes et à conclure par eux-mêmes. Ce n'est pas à moi de leur dire quelles pensées ils doivent épouser. Et donc c'est vraiment... J'ai fait ce travail à Trappes pendant des années, et j'étais connu. Je savais que les élèves, ils venaient me voir l'année d'avant, ils avaient envie de m'avoir comme prof, ils savaient que ça allait marcher, qu'ils auraient des bonnes notes au bac, et que voilà, j'étais un prof sympa, que dans les cours, c'était... J'ai raté aussi, j'ai eu des classes totalement échouées. Ça m'est arrivé aussi. Mais quand même des classes difficiles, je suis assez fier d'avoir eu des classes avec vraiment des élèves rotors dans des conditions horribles pour eux, comme pour moi, et d'être parvenu à quelque chose. Donc, enseigner la philosophie, c'est pas n'importe quoi. Je veux dire que c'est vraiment un métier extraordinaire, un métier de partage avec les élèves. C'est quelque chose qui donne le sens de la mission de l'enseignant, c'est-à-dire de transmettre quelque chose que moi-même, on m'a transmis. Une culture, la culture de l'universel, de l'universalité. Parce que ce qui est vrai, c'est vrai pour tous. Voilà. Que ce soit des maths, ou de la philosophie ou autre chose. Donc ça, c'est ce que j'ai appris à faire pendant des années, ce que j'ai fait avec bonheur, et je ne me suis jamais posé de questions sur qui sont mes élèves. Pour moi, ce sont des élèves. Et d'ailleurs, en classe, ils sont tous à égalité. Je n'ai jamais privilégié les 10 bons contre les mauvais, j'ai toujours pensé que mes élèves, tous pouvaient progresser. Et ils le savaient d'ailleurs, parce que des élèves qui commençaient très mal l'année pouvaient finir avec un 14 ou un 15 au bac, ou 18, le nombre de fois où c'est arrivé. Parce qu'ils savaient qu'ils venaient là pour apprendre quelque chose. Ils étaient aussi motivés. Ils savaient qu'il allait se passer quelque chose dans le cours. Moi, j'ai fait ça pendant des années avec bonheur. Mais après les attentats, là, les problèmes, en 2015, les problèmes ont commencé à se poser. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, mes élèves m'ont interrogé et j'ai senti qu'ils ne s'en sentaient plus à leur place au lycée. Mais Charlie, par exemple, mais est-ce qu'ils ne l'ont pas un peu cherché, monsieur? Est-ce que ce n'est pas nous qui l'attaquent? Voilà. Ces questions ont commencé à se poser là. À ce moment-là, je dirais que c'était un problème de positionnement pour eux, parce que d'un côté, ils faisaient l'expérience de la liberté, de l'instruction en cours, et de l'autre, dans leur monde, en fait, ils faisaient une expérience que moi, je ne pouvais pas imaginer d'ailleurs. Et à partir de 2015-2016, quand j'ai compris que mes élèves avaient des problèmes de positionnement, je me suis dit, il faut que j'arrête de faire comme si c'était des élèves comme les autres,
il faut que je connaisse leur monde. À ce moment-là, je suis rentré dans des associations et vraiment, ça a été mon moment socratique, mon moment où j'ai pris conscience de mon ignorance. Je me suis dit, mais non, en fait, tu connais rien, leur vie, c'est quoi, tu sais pas. Et donc, je suis rentré dans des associations et là, j'ai découvert vraiment que mes élèves, partout, ils étaient touchés par ce phénomène. C'est-à-dire, ils connaissaient quelqu'un qui était parti en Syrie, c'était un membre de la famille, que la famille était déchirée, que ceci, que cela. Et j'ai découvert à quel point leur réalité était très différente de la mienne. Et c'est pendant cette période, entre 2015 et 2020, où d'abord j'ai pris conscience, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai raconté, c'est pas pour le vendre, hein, je vous le dis, mais j'ai raconté mon histoire là. Il y a eu des rencontres avec des journalistes qui ont fait, il y a eu un livre sur Trappes de Raphaël Baquet et Ariane Chemin, des journalistes du Monde, qui sont venus me trouver, à qui j'ai prêté entre guillemets mes élèves, qui leur ont fait explorer la ville. Et à ce moment-là, elles me posaient des questions, on avait des entretiens tous les 2-3 semaines, on se voyait. Et je me rendais compte que je ne savais pas toujours répondre à leurs questions, que je n'en savais pas assez. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment que tu comprennes tes élèves parce qu'il se passe quelque chose. Et il se passe quelque chose aussi dans ce pays. C'est comme ça que, progressivement, j'en suis venu. En 2018, j'ai sonné l'alarme une première fois. J'ai écrit au président de la République, avec Jean-Pierre Aubin, un ancien inspecteur de l'éducation nationale. En fait, en me cultivant comme ça, j'ai même pris des cours. Dans une association, j'ai fait venir des spécialistes de l'islamisme pour avoir des cours. Hein. Donc vraiment, c'était une période pour moi très intense. J'ai écrit mon premier article dans la presse, dans l'Obs, journal de gauche. Raphaël Baquet m'a dit tu pourrais peut-être présenter notre livre. Alors j'ai expliqué le projet du livre. J'ai appelé ça un livre contre le déni. À l'époque, ce n'était pas un mot à la mode. Et parce que le livre, avec quelques inexactitudes de détails, mais brosse quand même un portrait assez juste de la ville et de sa transformation d'une ville ouvrière qui devient une ville immigrée, mais une ville qui va être sous l'emprise islamiste progressivement. Il y a un sociologue qui a fait un travail très précis, c'est Hugo Micheron, qui explique comment une dizaine de réfugiés algériens du GIA, donc vraiment des islamistes purs et durs, sont arrivés en 90 et c'est eux qui ont commencé ce travail de transformation de la religion en une sorte de bélier pour fracturer la République. Comment les jeunes filles avec le voile, etc., comment tout ça. Moi, j'ai vu, si vous voulez, au début, j'ai vu les signes extérieurs. Mais ces signes extérieurs, ils cachent en réalité, enfin, ils occultent le réel, c'est-à-dire l'emprise idéologique et le projet de haine de la démocratie, de la République et de la France. C'est un projet, si vous voulez, l'islamisme, c'est pas un projet de liberté de pensée, c'est pas un projet d'estime du savoir. Mais une nation, enfin, je ne veux pas rentrer dans la définition politique, mais ça suppose une société dans laquelle les individus existent. Des individus. Un individu, c'est quelqu'un qui a droit à son secret et qui est libre de ses actes. Du moment qu'il ne nuit pas à la liberté d'autrui. Ça, c'est le sens du droit. Il y a des sociétés où l'individu n'existe pas, il y a des sociétés qui sont même contre l'individu. Le communisme est une société contre l'individu. C'est une société qui façonne l'individu. Dans mon trajet, j'ai été aussi l'ami je vous le dis parce que ça a beaucoup compté dans ma vie, et je pense aussi que si j'ai combattu l'islamisme, c'est pas pour rien. J'ai été l'ami d'un ancien dissident qui a fait 41 ans de goulag, qui a été 3 fois condamné à mort, un dissident ukrainien. Vous savez, comme le peuple ukrainien se bat pour la liberté de sa nation, voilà. Donc, je reviens à mon point de départ. Oui, il faut que l'individu... Comment faire pour que l'individu émerge ? Je pense que l'école a son rôle à jouer pour faire émerger l'individualité. Et quand j'étais professeur de cinéma, c'est un autre rapport aux élèves, où là, je leur enseigne, je les accompagne dans un projet qui est le leur, qui n'est pas le mien. Il faut que je dois respecter leur désir, mais je les accompagne pour qu'ils découvrent des moyens d'expression qui conviennent à leur projet. Voilà. Et qui est le leur, c'est-à-dire qui est singulier. Un individu, c'est un être singulier, il n'y en a qu'un. Et on ne peut pas le comparer, d'ailleurs. Il est singulier, c'est-à-dire... Et d'ailleurs, on ne peut pas le réduire à des généralités.
Bien sûr, il peut être un ceci ou un cela. Donc on fait des catégories, un noir, un blanc, un français, un gros, un petit, un ceci, un cela. Mais on n'est pas qu'un exemplaire d'un groupe, en fait. On ne se réduit pas à appartenir à des catégories. Chacun a une histoire qui est singulière, qui est unique. Il ne sera qu'une fois au monde. Il est mortel. Et donc, c'est ça, en fait, une société d'individus. Et donc, l'école, normalement, c'est le lieu où, en fait, on va épanouir cette individualité pour devenir plus tard un citoyen. J'ai vu que tout ça, c'était plus possible et que plus les années passaient, plus, en fait, mes élèves étaient soumis, étaient construits, tellement la pression familiale et sociale était forte que ça n'était plus possible. Et la dernière année, je me suis trouvé à enseigner dans une classe où, en fait, les garçons salafistes avaient instauré la ségrégation dans la classe, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Voilà. Et même, je l'ai compris, parce que même moi, je comprenais pas, je voyais pas. Au début, je me suis dit, ils sont un peu timides. Enfin, je me faisais encore des illusions. Et c'est une élève musulmane qui m'a expliqué, m'a dit, monsieur, en fait, ils font la charia dans la classe, là. Et elle voulait pas de ça. Elle voulait pas du voile. Et je l'ai revue, cette élève, il y a 2 mois, avec sa mère. C'est une élève qui a une foi très, très grande, mais qui est une laïque, qui ne supporte pas cette emprise-là. Hein. Donc, soyons bien clairs, distinguons les musulmans de l'islamisme, même si dans l'islam, tout n'est pas aussi clair que cela. Donc, peut-être il faut poser 3 choses. Être musulman, qu'est-ce que ça signifie dans tel pays, dans telle circonstance, etc. Qu'est-ce que c'est que l'islam? D'abord, est-ce que c'est à moi de dire ce que c'est que l'islam? Enfin, jusqu'à quel point je peux dire que l'islam, c'est ceci ou c'est cela? Mais par contre, le projet politique islamiste, oui, ça, je veux dire, il y a des textes, c'est quelque chose d'objectif. La charte du Hamas, elle est claire et nette. C'est la destruction des Juifs sur terre. Alors, quand vous voyez des partis politiques aujourd'hui en France qui font alliance avec des gens comme ça pose quand même de graves questions sur l'avenir de notre démocratie, évidemment. Lanceur d'alerte, comment vous avez vécu ça? Lanceur d'alerte. Vous avez été aidé par nos institutions? Non, j'ai retrouvé. Ah oui, j'ai perdu mon idée, pardon. Mais en fait, un jour, je tombe sur un texte d'un inspecteur de l'Éducation nationale qui date de 2004 et qui est un texte d'enquête sur la pression, en fait, sur les règles de laïcité dans l'école. Et il voyage dans toute la France avec des équipes. Et il repère qu'il y a un problème. À l'époque, c'est M. François Fillon, qui est ministre de l'Éducation nationale. Il remet ce rapport, ça part à la poubelle aussitôt. Ce rapport va être remis sur la table. Je peux vous dire que quasiment tous, n'ont pas voulu le voir. Moi, quand je lis ce rapport, à la page 30 du rapport, il dit, voilà, si on ne fait pas ça, ça et ça, voilà ce qui va se passer dans 10 ans. Et oui, c'est exactement ce que j'observe. Donc je me dis, ce type est génial. Voilà, il a tout vu, il a mieux compris que les autres. Il faut absolument que je le contacte, parce qu'il en sait plus que moi. Et on va peut-être faire quelque chose ensemble. Moi, je suis responsable de mes élèves. Je ne peux pas laisser abandonner mes élèves. Je ne peux pas les abandonner aux islamistes. Vous comprenez? Et même mon élève musulmane, la dernière année, elle vient me chercher, elle me demande du soutien. Monsieur... voilà, il y a une pression contre moi. Voilà. Donc, j'envoie une lettre que je rédige, que je me dis, avec un nom comme Jean-Pierre Robin, là, je l'adresse au président de la République. Il a une grande notoriété que moi, je suis personne. Je suis un petit professeur de philosophie à Trappes. Vous pensez dans la lettre, je dis comment la République peut-elle abandonner ses enfants? Et je pourrais la sortir, la réponse du directeur du cabinet, c'est pas joli. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, ça ferait rire tout le monde, enfin, si ça n'était pas tragique. Voilà, donc je lance l'alerte, je vais encore le faire, je fais une première émission de radio, je ne sais plus, sur une émission qui marche très très bien sur France Inter, c'est Fabrice Abral. Voilà, je commence un petit peu, mais je n'ai pas non plus de projet, enfin, j'essaye de
de m'associer avec des gens pour que les choses avancent et pour dire ce que je vois et pour dire aussi ce qu'il faudrait faire. Vous vous associez avec des gens sous quelle forme ? D'abord, petite association Attrape qui s'appelle Parole à cœur ouvert. Là, on va dans les collèges, on travaille, on fait des groupes de parole avec les jeunes, et c'est là que je découvre l'emprise très très forte, puisqu'on travaille justement sur l'emprise, alors l'emprise des jeux vidéo par exemple, et puis c'est là que la parole émerge, c'est-à-dire que je découvre que, en gros, sur un groupe de 70 gamins, on les prend, on est plusieurs adultes, on se met à des tables à 5 gamins, on discute, on fait un peu de philosophie, qu'est-ce que ça veut dire emprise, etc. Et je m'aperçois que sur 70, on en a au moins 3 ou 4 qui vivent très douloureusement une emprise islamiste au foyer. Voilà, c'est pas rien. D'ailleurs, moi je ne croyais même pas mes élèves. Quand ils me racontent, j'ai une élève un jour qui... Alors, elle n'était plus mon élève, c'était une ancienne élève, on allait au cinéma. Alors il faut dire aussi, je ne l'ai pas dit, mais que je commence à faire des actions aussi de prévention dans ma salle de classe. D'ailleurs, je pense que je dois être le recordman de France des actions de prévention, théâtre, atelier d'écriture avec Omar Youssef Souleiman, ancien Syrien. Il a écrit de très bons articles à une enquête dans le Figaro récemment, dans Le Point aussi. C'est un très bon écrivain, il a publié des romans. Il vient en classe, il fait des ateliers avec les élèves, et on va au théâtre aussi. Enfin voilà. Donc je fais plein d'actions. Dans ce sens, je n'ai pas le temps de tout vous raconter, mais alors il y a un chapitre là-dessus justement sur le théâtre, je crois vraiment que le théâtre c'est très très puissant, beaucoup plus que la philosophie dans le rapport à l'humain. Donc je lance l'alerte, mais je ne me contente pas de faire ça. Je fais vraiment pas mal d'activités. Je suis soutenu par mon chef d'établissement, y compris le maire de Trappes qui va m'attaquer un peu plus tard. Parce que, en fait, pour des raisons politiques, j'ai gagné, d'ailleurs, je vais fanfaronner un peu, j'ai gagné, il m'a poursuivi en diffamation, et j'ai gagné il y a 3 mois mon procès en diffamation, ça m'a coûté 10 000 €, mais bon, j'ai gagné mon procès en diffamation contre lui, puisqu'il est allé sur les plateaux en disant que je mentais, qu'il y avait des coiffeurs mixtes à Trappes, etc., ce qui est totalement faux, en fait. Donc je lance l'alerte, je fais un certain nombre d'actions jusqu'au moment où, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'était plus possible. La menace existe toujours ? La menace, elle est potentielle, d'autant qu'aujourd'hui, je continue. Je ne me suis pas terré, et j'ai même... je dirais, passer un cap, puisque j'ai fondé moi-même une association. Donc j'en ai fait plusieurs, des associations avec des gens. La première, elle a été infiltrée par par un islamiste. Donc j'en suis parti. À Trappes, Parole à cœur ouvert. La deuxième, c'était des anciens collègues, pour la plupart d'anciens communistes, ils faisaient du bon travail social et tout. Ils avaient bien compris qu'il y avait un problème, mais en fait, ils voulaient travailler localement. En fait, il n'y avait pas réellement de dimension de combat politique. Je suis parti de ça. Après, j'en ai fondé une pour l'école, mais là encore, ça a été... C'est M. Blanquer, d'ailleurs, je pense qu'il l'a instrumentalisé. Enfin, je ne sais pas comment, mais en tout cas, ça lui sert plutôt aujourd'hui de faire valoir comme chantre de la laïcité, mais ce n'est pas une association réellement active. Donc moi j'ai fondé une association qui s'appelle Défense des serviteurs de la République, qui a 3 buts. Défendre tous les lanceurs d'alerte, tous mes collègues, il y a quand même pas mal de collègues qui m'ont appelé. À Trappes, on est 3 exfiltrés. Mon collègue de philosophie, qui s'appelle, non je ne vais pas dire son nom, mais qui a un nom tunisien, il a dû être exfiltré 1 an après moi. Et lui, il a eu des menaces de mort en classe, qui n'ont jamais d'ailleurs été suivies des faits. C'est-à-dire le procureur a classé ça sans suite. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que le problème de l'institution de l'éducation nationale, il y a aussi un gros problème de service public à la justice. Je ne veux pas mettre en cause tous les juges, bien entendu. Il y a des juges tout à fait professionnels, mais il y a aussi quand même... Je crois un problème, on l'a vu récemment, comment des menaces de mort sur un directeur d'école sont rétribuées, si j'ose dire.
Voilà, c'est quasiment un encouragement à poursuivre. Donc je fonde cette association qui a pour but de défendre les serviteurs de la République, les enseignants, tous les fonctionnaires ou assimilés, et au-delà les élus, ou même le simple citoyen qui est inquiété pour défendre les principes républicains. Pour ça, on a un pôle d'avocats avec des grands noms, et puis aussi des avocats qui sont moins connus mais qui travaillent bien. Notre deuxième but, c'est de promouvoir les principes républicains. Je crois que je n'aurai pas le temps de le faire ce soir, mais en fait, c'est de redonner du sens, parce que je crois que nous ne comprenons plus nous-mêmes. Nous ne savons plus très bien qui nous sommes. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire aussi des formations. Donc, là, on a projet de développer des formations en direction des services publics et des collectivités territoriales. À la fois avoir une petite formation théorique juridique, mais aussi de terrain. C'est-à-dire comment on fait concrètement pour réagir en cas de ceci et cela. Et le troisième but, c'est de réfléchir. Moi, je pense qu'il faut développer la réflexion. Réfléchir à ce phénomène qui traverse notre société, qui est un phénomène général de sécession, c'est-à-dire on n'arrive plus à être un peuple uni, en fait, ni au niveau territorial. Il y a une sécession territoriale, avec des déserts, par exemple. Il y a une sécession sociale avec, moi je l'ai dit à la radio, notamment j'étais invité à France Culture pour parler de la pauvreté. Dans les Yvelines où j'habitais, vous avez les communes pour les très riches, les communes pour les très pauvres, etc. Donc, et Paris est devenu aussi une ville en fait, où il n'y a plus réellement, sauf les quartiers immigrés du nord de Paris, mais il n'y a plus en réalité de mixité sociale. Et même ces quartiers sont en fait étanches. C'est inhabitable. Donc les gens partent. Donc la sécession sociale, la sécession culturelle, quand on ne parle plus la même langue, quand on n'a plus les mêmes mœurs, on ne se comprend plus même dans le langage corporel, ça pose un problème de vivre ensemble. Et puis la sécession évidemment politique, puisqu'aujourd'hui vous avez des partis politiques en France qui s'associent avec des forces antisémites et totalitaires, et ça pose quand même une grave question. Donc notre association, je crois que, je ne veux pas me vanter, mais c'est peut-être l'association en France qui a les plus grands noms du monde politique et du monde culturel et intellectuel. On a vraiment des pointures, et j'ai essayé, c'est une association transpartisane, j'ai un ancien maire et député communiste. Il y a des gens qui font David Lisnard, par exemple, qui est LR, mais ce n'est pas un parti politique. C'est vraiment, je pense qu'on peut rassembler des gens de droite et des gens de gauche sur ces principes républicains pour défendre notre nation qui est aujourd'hui attaquée. Et quand je dis nation, je ne dis pas quelque chose de nationaliste qui pourrait être entendu par certains comme une forme d'ethnicité contre d'autres. C'est pas ça du tout. Je crois que vous m'avez entendu parler de la nation. C'est pas une question d'origine, c'est une question d'être réellement un individu et un citoyen. C'est-à-dire libre, égal et dans la fraternité, dans un lien fraternel. Et pour ça, notre association aussi promeut les services publics. Parce que les services publics, c'est notre bien commun. Et alors, à commencer par l'école, qui aujourd'hui, il faudrait tout reprendre, je pense. Elle est vraiment elle est plus capable de faire ce travail de transmission. Les professeurs ont perdu leur autorité parce qu'ils sont uniquement des techniciens. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je n'ai pas le temps de vous démontrer, de vous expliquer tout cela. Mais en fait, nos services publics, l'école, l'hôpital, la justice sont vraiment dans un état catastrophique. Il y a à peu près, enfin, on a encore, même l'armée, c'est pas si bon que ça. Et les services sociaux aussi, c'est calamiteux, en fait. C'est vraiment calamiteux. Je ne vais pas rentrer dans des considérations trop politiques, mais vraiment, défense des serviteurs de la République, c'est aussi, en défendant les serviteurs de la République, c'est-à-dire tous ceux qui la servent, c'est aussi de défendre les services publics, parce que nos services publics sont abandonnés par les politiciens de droite comme de gauche, qui font en fait une politique qui n'est plus démocratique, parce qu'elle est, en fait, ce sont des modes de gouvernance, l'Europe du marché, ce sont des impératifs économiques qui nous gouvernent, et non plus des décisions que des citoyens ont pris ensemble. C'est ça qui explique, si vous voulez, la dégénérescence et la dégringolade. Enfin, pour l'école, c'est terrifiant.
C'est-à-dire qu'on avait l'école il y a 50 ans qui était en haut du panier. Aujourd'hui, il faut le dire, c'est une calamité. On a l'école vraiment le niveau en mathématiques qui est l'avant-dernier des pays de l'OCDE. Le niveau de compréhension des textes, c'est pareil. C'est une catastrophe. Il faut ouvrir les yeux. Quand j'entends M. Blanquer dire « je ne regrette rien de ce que j'ai fait », je me pose quand même des questions. Le bilan, c'est quoi? Et c'est l'école, il faut le dire aussi, la plus inégalitaire avant la Bulgarie des pays de l'OCDE. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quand même un gros problème. Ça veut dire que le déterminisme social, en fait, l'école n'arrive pas à le dépasser. Moi, j'ai donné, si vous voulez, toute mon énergie pour le faire. Et j'ai eu des résultats ponctuels, si vous voulez. Mais ce n'est pas normal, en fait, que des élèves qui viennent de milieux où il y a peu de culture, où les pratiques culturelles sont insuffisantes. Et ce n'est pas une question vraiment de pauvreté, d'ailleurs. Je pense c'est plus complexe que ça. L'école, normalement, c'est le ciment de la nation. C'est là où se mélangent les classes et où on apprend ce qui est universel et où on apprend à se dépasser soi-même. Et donc, on n'est plus dans la vanité, se comparer aux autres, l'orgueil. On apprend à s'estimer soi-même parce qu'on se dépasse soi-même vers quelque chose qui est plus que soi. Comme le citoyen dépasse ses intérêts personnels dans des intérêts qui sont ce qu'on appelle l'intérêt général. Voilà. Donnez-nous quelques exemples des actions que vous menez. Et des noms aussi, parce que vous parlez de gens prestigieux, mais... Je vous en ai donné quelques-uns, mais je ne vais pas égrener toute la liste. Il y a des intellectuels. En fait, cette association, j'ai repris l'association de Georges Bensoussan, qui est un historien assez connu, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'antisémitisme, évidemment, qui a d'ailleurs été poursuivi. Enfin, il a gagné ses procès, mais... Voilà, donc il y a le directeur de la revue parlementaire et par exemple, enfin, il y a vraiment des gens très très différents. Des avocats, j'ai pris des grands noms aussi, et puis parce qu'il fallait trouver aussi, même pour des questions de sécurité, qui allait héberger cette association. J'ai pas trouvé beaucoup de gens pour ça. C'est Gilles William Goldnadel qui m'a proposé, qui m'a dit, lui, il vit sous protection policière, Donc lui, je suis allé le voir dans son cabinet d'avocat. Je suis monté dans les escaliers et je vois 2 policiers. Et puis d'ailleurs, on a bien plaisanté, c'était assez sympathique. Voilà, il faut savoir aujourd'hui que vous avez en France, alors je n'ai pas le nombre exact et puis je n'ai pas le droit de le donner, mais il y a beaucoup de gens qui vivent sous protection. En fait, ce n'est plus normal. Ce n'est pas, il y a un gros problème, si vous voulez. Quand on en est là dans un pays, c'est-à-dire que quand on dit des choses, et puis là, ça va s'accentuer. Il n'y a pas eu encore de meurtre ou d'assassinat ciblé. Mais on y va. Faut en avoir conscience. Moi, après, je me dis toujours que j'imagine la suite. Mais après, à chaque fois que je me trompe, ça va plus vite que je ne pensais. Le but, c'est de mobiliser. En fait, c'est pas juste au-delà des grands noms. Les grands noms, c'était important pour avoir du crédit. Par exemple, on a aussi maintenant une ministre démissionnaire, Madame Panos-Bouvet, qui a accepté d'être membre d'honneur de notre association, pour répondre à votre question. Donc vous regarderez sur le site si vous voulez savoir et voir qui en est. Mais l'idée, en fait, c'est de mobiliser la société civile. C'est pas juste d'avoir des grands noms et de faire joli. C'est que le citoyen redevienne actif et comprennent qu'il a un trésor. Notre culture, la culture française, c'est-à-dire qu'il y a une culture qui est humaniste. C'est-à-dire que l'humanisme, c'est 2 choses. C'est la culture de la raison et la culture de l'individu ou de la singularité. Donc nous avons une très belle culture. Sans cette culture, il n'y aurait pas eu la Révolution française. Et nous avons des institutions démocratiques. Et voilà. Et nous sommes peut-être la seule nation qui s'est construite à partir de l'État, c'est-à-dire de façon très très politique. Donc il s'agit de mobiliser la société civile pour, non pas pallier, mais pour redonner espoir dans notre avenir politique. Merci à vous. Alors je rappelle les 2 livres de Didier Lemaire, donc Lettres d'un hussard de la République chez Robert Laffont et Petite philosophie de la nation chez Robert Laffont. Vous nous rappelez le nom de votre association pour qu'on trouve ça sur le net ? Oui, Défense des serviteurs de la République.
RERS Évry-Centre-Essonne propose une formation valeurs de la République et laïcité. Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, RERS Évry-Centre-Essonne propose une formation valeurs de la République et laïcité. Dans un contexte social et politique marqué par les tensions et les crispations autour du fait religieux, la laïcité est souvent mal comprise. La formation valeurs et République de la laïcité a été conçue pour permettre aux stagiaires de contribuer à promouvoir la concorde universelle et partager les valeurs de la République au quotidien. La formation valeurs de la République et laïcité permet aux agents publics, aux professionnels et aux bénévoles associatifs d'être au clair avec le principe de laïcité, de mieux comprendre comment l'appliquer et l'expliquer dans l'exercice de leur métier. Cette formation est reconnue par le contrat d'engagement républicain. Son coût est pris intégralement en charge par l'État. Pour en savoir plus et connaître le calendrier des sessions à venir, contactez RERS au 09 79 73 45 77. Parlons laïcité. Une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. Eh bien, merci beaucoup pour cette première partie, Didier Lemaire. Et puis, on va passer tout de suite aux questions et réponses du public. Alors, qui veut poser la première question ? Bonsoir, et puis merci de nous faire l'honneur de votre visite. En fait, moi, j'aurais aimé, vous découvrant, j'aimerais avoir le plaisir de ne pas être d'accord avec vous, parce que je sais que vous êtes un homme de débat et que je pense qu'on apprend beaucoup, justement, en pouvant échanger. Malheureusement, je suis complètement d'accord avec vous. Je dis malheureusement, parce que vous faites vous décrivez quelque chose qui est absolument infernal, effectivement. Je travaille dans une collectivité territoriale, j'ai travaillé dans plusieurs, et j'ai vu, comme vous, la situation changer, évoluer. Je viens d'un quartier populaire, je suis né à Corbeil-Essonnes, dans un quartier très modeste, où on était tous très différents, on venait tous d'endroits, des quatre coins de la planète, et des quatre coins de la France aussi, et c'était pas un problème. Alors c'était pas une vision idyllique, il y avait des batailles, des bagarres de bandes, tout ça, mais on ne se posait pas la question de savoir d'où on venait. On allait jouer au football et puis voilà. Et surtout, on parlait pas de quelque chose qui était forcément intime, la religion ou autre, on s'en foutait un tout petit peu. Je vais arrêter sur ces propos liminaires. Je suis très content de vous entendre et d'accord avec vous parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a la même grammaire, on a les mêmes mots, le même langage. Vous dites les choses et vous les dites. Vous êtes le professeur et moi j'ai un profond respect pour les professeurs. Vous les dites bien. Malheureusement, j'ai l'impression que ce que disait Goebbels, malheureusement, je suis désolé de le citer, mais un mensonge dit 100 fois devient la vérité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est un peu là-dedans. Et ça commence à se générer. L'islamophobie, ce mot qui est une infamie, une imbécilité, qui est le mot des coupeurs de langue, c'est faire taire toute critique de l'islam dans sa version politique. Ça n'a absolument rien de raciste, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, mais ce mot-là est rentré. Il est rentré même dans les administrations, même dans les collectivités territoriales où on vous fait des séminaires contre l'islamophobie. C'est complètement débile. Je parle même pas du génocide à Gaza, parce que là je me méfie parce que je prends de gros risques, mais ce n'est pas un génocide, même s'il y a des horreurs épouvantables et qu'on est forcément solidaire de l'enfer que vivent les Palestiniens. Mais encore une fois, il y a une question de sémantique. Et j'ai l'impression que malheureusement, on est de moins en moins nombreux à parler comme vous, à avoir ces mots. J'ai regardé qui était dans votre association. Bon, encore une fois, je suis d'accord avec vous, puisque ces gens, je les apprécie beaucoup, je les lis, je les suis, je les écoute, mais j'ai l'impression, et je ne vais pas faire injure à la salle, à vous faire injure et me faire injure, on n'est quand même pas de la prime fraîcheur, tous ensemble, et j'ai l'impression que c'est un combat de vieux, c'est un combat de génération. On oublie de dire que dans vos collègues, de l'éducation nationale, les jeunes voient la loi de 2004 comme une aberration, quelque chose qui est un acte raciste, quasiment que notre belle République a créé quelque chose de raciste qui est complètement faux. Et j'ai aussi l'impression qu'on se trompe en utilisant à tort et à travers le mot de laïcité. La laïcité, c'est un cadre, c'est un outil, mais on se trompe et finalement on tombe dans le piège des islamistes. C'est-à-dire qu'en parlant de laïcité, on finit par mesurer des bouts de tissu à l'entrée d'une école et on se trompe. En fait, il faut simplement dire qu'en France, voilà, on a plus de 2000 ans d'histoire avec des parts sombres, mais on a aussi été un pays qui a été aussi adossé à une religion qui était la religion catholique, il faut le dire. Et je suis moitié juif, donc je n'ai pas peur de le dire, j'ai
pas les deux cultures, parce que je suis de culture vraiment chrétienne, mais j'ai cette part de judéité aussi. Mais on est un pays qui a su inventer une forme d'art de vivre où les hommes sont égaux aux femmes dans les droits, même si c'est pas toujours vrai, mais au moins dans les intentions, les hommes et les femmes sont égaux. Et c'est pas une question de laïcité, tout ça. Je suis désolé de le dire, quand on conçoit qu'une femme est inférieure ou doit être soustraite du regard des hommes parce que c'est une femme, on n'est pas dans des usages français, voilà, et tel qu'on peut en être fier. Voilà. Donc je vous redis merci pour votre combat, pour votre courage aussi, et puis puissiez-vous créer des vocations, des jeunes qui s'engageront. Mais je suis très pessimiste. Alors je vais quand même vous répondre sur votre pessimisme, parce que moi on m'a souvent reproché d'être pessimiste, parce que effectivement on voit bien que ces forces hostiles prospèrent dans notre pays, mais elles prospèrent parce que nous ne faisons rien, parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour les arrêter, et qu'il n'y a pas d'acte de fermeté. Moi, il se trouve que j'ai quand même découvert, j'ai rencontré d'une certaine façon, en étant exposé, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui pensaient comme nous, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire, je suis arrêté dans la rue, il y a des gens qui me reconnaissent et qui me disent « Ah, bravo, continuez, et qu'est-ce que vous allez faire demain ?» etc. Et je pense que dans différents milieux et partout en France, il y a des gens qui savent en fait, qui sont beaucoup plus proches du réel que le brouhaha médiatique et politique. Parce qu'eux, ils ont la réalité en face et ils la connaissent. Et puis ils ont aussi une culture, un héritage qui fait que je pense qu'ils ont des valeurs, des principes et que ça ne passe pas. Ce qui manque aujourd'hui, c'est quelque chose pour les réunir, pour catalyser au fond tout ce que ces gens vivent de difficile. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette association, même si je sais que à la fin, la question, elle sera politique. Évidemment qu'elle sera politique. Or, qu'est-ce que je constate aussi, et ça je l'ai constaté dans mon parcours, c'est que des personnes que je n'imaginais pas, des personnalités que je n'imaginais pas être capables d'être aussi républicaines. J'ai vu des personnalités qui ont un rôle aujourd'hui dans la vie politique française, qui ont une très grande conscience à la fois du danger et qui aussi réfléchissent à la manière de l'enrayer. Et pour cela aussi, j'ai de l'espoir. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait un colloque à la région Île-de-France sur la laïcité et que lors de ce colloque, vous avez un secrétaire d'État, Othman Nasrou, que j'ai connu, moi, à Trappes. À l'époque, il était simple conseiller municipal. J'ai fait la tournée de tous les politiques, quel que soit leur bord. C'est le seul qui m'ait soutenu. À ce moment-là, je l'ai rencontré, il était dans son local, dans un HLM. Je peux vous dire que c'était pas très flamboyant à ce moment-là. Il était pas il était dans un endroit tout à fait modeste. Et j'ai vu un vrai républicain, quelqu'un de déterminé, et il m'a soutenu déjà à faire des actions auprès de mes élèves. Parce qu'il faut dire, je ne suis pas détaillé, mais j'ai travaillé aussi un petit peu déjà à ce moment-là avec la préfecture, le ministère de l'Intérieur, pour voir des pièces de théâtre, est-ce que ça pouvait marcher avec les élèves, pas marcher, etc. Et j'avais des projets de théâtre, notamment à Trappes, on en a réalisé certains, mais il y avait des réticences aussi, et des obstacles. Vous avez des politiques qui ont dit non. D'ailleurs, moi-même, après, un peu plus tard, même le préfet a essayé de me discréditer. Oui, il y a des forces politiques qui sont très, très hostiles. Il y a aussi les gens qui flanchent et qui font des alliances pour un plat de lentilles. Et pas qu'à gauche, à droite aussi. Dans le département des Yvelines, je peux vous dire que c'est des deux côtés. Mais il y a aussi, je pense que chez nos politiques, j'en ai repéré en tout cas quelques-uns avec qui j'ai eu des discussions très franches, très nettes. Il y a quand même un avenir possible pour notre pays si ces personnes-là pouvaient porter demain la parole. Alors après, on est dans un état de décomposition et de recomposition, donc ça va être complexe, mais je pense que c'est une question à la fois de conscience et de volonté. Voilà. Donc je peux pas... oui, la situation est grave, elle est très grave. On risque, je vais être très précis, moi j'ai vu les émeutes à Trappes en 2005, une journaliste néerlandaise d'ailleurs qui a fait un très bon reportage sur les émeutes en 2005 à Trappes. Elle est revenue dans ma salle de classe en 2019, je crois. Elle a eu le premier prix
son documentaire, à ce moment-là, elle montre le prof de philo en classe, moi, avec les élèves. Les élèves commencent à dire ce que c'est que l'islamisme attrape. Ils parlent encore à cette époque-là. Ils parlent. Après, ils ne parlent plus. Ils sont encore avec nous, si j'ose dire. Et elle retrouve un jeune qui était sur un parking de bus en 2005. Les bus avaient cramé. Il avait dit, il tenait le discours de gauche classique, oui, on nous abandonne. Bon. Et cet homme, ce jeune homme, on le retrouve en 2019, c'est un cadre salafiste qui fait du recrutement, qui envoie 40 jeunes tous les 2 mois en Arabie Saoudite. Et on voit comment il éduque sa fille avec des nounours sans les yeux, etc. etc. Enfin, vous imaginez l'horreur. Voilà, elle construit son film là-dessus, avec les 2 figures. Voilà. Et elle revient encore un peu plus tard, au moment où... Et c'est elle qui m'apprend d'ailleurs qui me dit, mais moi je suis allé dans la ville, je suis allé voir les gens de ton ancienne association, ils m'ont dit que si tu continuais, tu serais le prochain Samuel Paty. Ce que traverse notre pays peut demain, on a eu 2005, on a eu les émeutes l'année dernière, il y a des élus ont failli être lynchés. Hein. Ça s'est joué à pas grand-chose. On aurait pu avoir les morts. Moi, dans mon lycée, en 2005, ça a été ma première prise de conscience de la lâcheté de l'institution. Je le raconte dans mon livre, je ne vais pas vous le raconter là parce que c'est trop long. Mais moi, j'ai un collègue qui est mort dans les émeutes. Et je peux vous dire que ça m'a profondément marqué parce que même vis-à-vis de mes collègues, j'ai touché du doigt une forme d'indifférence, de repli sur soi. Ça m'a vraiment effrayé. Les prochaines émeutes, parce qu'on va en avoir, les prochaines émeutes, elles risquent d'être sanglantes. Surtout si les narcotrafiquants laissent glisser les armes, ça risque de pas être joli. Donc on a les émeutes, il y a des gens qui veulent déstabiliser notre pays, des forces intérieures mais extérieures aussi. Il y a les émeutes possibles, et puis, comme je l'ai dit, il est possible que demain on ait des campagnes d'assassinat ciblés avec des gens qui seront à éliminer. C'est ce qu'ils ont fait en Algérie, pourquoi est-ce qu'ils ne le feront pas en France? Ils ne le feraient pas, c'est dans la logique. D'ailleurs, quand moi je prends conscience de ce qui se passe après, en 2015, je lis la revue de Daesh en 2015, et quand il y a eu l'assassinat de Paty, je n'ai pas été surpris. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que ça n'ait pas eu lieu plus tôt. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Alors, on va continuer pour voir ce qu'a griffonné notre Jean-Cri depuis le début de l'émission. Alors, on te passe la parole. Merci à vous. Effectivement, on voit bien que l'enjeu, c'est de rassembler toutes ces énergies, tout ce qui est part justement pour la République. Alors, ça m'a inspiré, puisque le thème était comment défendre les acteurs de la laïcité. Alors, le premier dessin, c'est une sorte d'igloo, une sorte de bunker où on voit une petite fenêtre, et puis il y en a un qui dit « Là, je crois que c'est bon ». Et vive la République. Un autre dessin un peu sur ce thème-là aussi, donc toujours comment défendre les acteurs de la République. Et là, vous avez un homme avec un bonnet phrygien, un drapeau de la République, et puis un bouclier de gladiateur, qui est la Déclaration des droits de l'homme, et puis en tant que bouclier, et puis qui répond « On se débrouille et vive la République ». Toujours sur le thème de comment défendre les acteurs de la laïcité, c'est plein de gens qui se tiennent la main ensemble autour du monde, et puis ensemble, tout simplement, plutôt que de chercher ensemble, voilà, tout simplement. Et puis un dernier dessin qui est, bon, alors comme j'aime bien dire, c'est une blague de vieux. C'est parce que quand j'ai vu le nom de votre lycée, la Plaine de Neufle, moi ça m'a rappelé Neufle-le-Château. Oui. Bah oui. Oui. Bah oui, voilà. Bien vu. Ouais. Donc voilà, et puis trust en plus dans les paroles, etc. Bon voilà. Et donc Didier Lemaire, prof de philo au lycée La Plaine de Neufle, et puis un barbu qui dit c'est l'esprit de Neufle-le-Château comme en 79. Voilà. Alors juste pour l'anecdote, en 79, l'imam Khomeini était réfugié à Neufle-le-Château avant d'aller faire la révolution iranienne. Bravo la France. Il a été promu par certains philosophes en France d'ailleurs à l'époque. Une réaction, Didier Lemaire, par rapport à ces dessins? Oui, c'est vraiment juste. C'est-à-dire ce que vous illustrez là, c'est l'abandon de l'État, c'est l'abandon de ses missions les plus importantes. Et c'est effectivement ce que nous vivons tous. Moi, il faut savoir que moi, j'ai eu d'une certaine façon les projecteurs
se sont braqués sur moi, mais en réalité, moi j'ai appris des situations bien pires que la mienne de la part de collègues partout en France. Oui, c'est cette expérience de l'abandon de la République, et je pense que le peuple français se réveillera un jour et reprendra. Alors il faudra se débarrasser des démagogues, évidemment, pour que ce soit possible. C'est un combat politique des démagogues, il y en a des deux côtés aujourd'hui. Mais je crois vraiment qu'une alliance de tous les républicains, moi je ne vous cache pas que je l'ai expliqué dans mon livre, je viens de la gauche, je suis fondamentalement attaché au service public. Je pense que le lien social, c'est un lien qui est fondé sur le don avant tout. C'est la théorie de Marcel Mauss, qui était anthropologue et le bras droit d'ailleurs de Jean Jaurès. Mais je pense qu'au-delà enfin, on peut penser différemment et s'accorder aujourd'hui avec des gens de droite, comme j'ai nommé tout à l'heure Othman Nasrou, mais il y en a beaucoup d'autres. On peut se réunir pour faire avancer ce combat. Autre question ? Oui, bonjour. Je suis très honorée de vous voir, de vous avoir entendu. Je partage la vision de monsieur pour avoir exercé dans une collectivité territoriale. À l'époque, on ne faisait pas du tout allusion à la laïcité. Moi, je voulais rebondir sur le premier rapport de Jean-Pierre Robin en 2002, qui alertait justement sur l'islamisation dans les écoles de Roubaix. Et je crois qu'il a fait paraître un deuxième rapport, il y a 2 ans de ça, comment les hussards de la République, qui étaient vraiment des gens respectés, respectables, je ne sais pas comment on a pu basculer en fait. Pour en revenir à Samuel Paty, qui a été décapité le 16 octobre 2020, il y a 2 ans, donc, il y a eu un square qui porte son nom, où je me suis personnellement rendue à 100 mètres de la Sorbonne. Et je me dis que le combat, il est encore long. Évidemment, il y a eu Dominique Bernard. On avait le témoignage d'une enseignante belge qui a subi exactement les mêmes problèmes. Donc je me dis, moi je tiens beaucoup à l'universalisme, mais j'ai envie de dire, il faut se réveiller pendant qu'il est encore temps. Comment ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire ? Oui, il faut se réveiller. Et pour se réveiller, je pense qu'il faut se mobiliser sur des choses très très concrètes en fait. Là, je vous parle de façon plus générale, et moi je suis philosophe et c'est vrai que j'ai toujours tendance à voir les choses d'une manière générale, mais c'est aussi pour ça que j'ai développé cette association, pour faire vraiment des actions concrètes. Aller défendre un professeur quelque part, ne pas le laisser seul. Parce que c'est ça le plus dur en fait, c'est pas tellement la peur, c'est la solitude. Parce que les collègues, ils vous aident pas. C'est ce qui est arrivé à Paty, c'est très très clair. Donc je pense qu'il faut recréer du lien, là, comme on l'a vu sur le magnifique dessin Tous ensemble. Il faut recréer ce lien-là, qui est un lien politique, et vraiment être dans le concret. Parce qu'aujourd'hui, on sait déjà pas mal de choses sur nos ennemis. C'est identifié. Après, la question est aussi très politique. Je crois que la force d'aussi être dans le positif, c'est être sur le terrain, comme ça a été dit effectivement. Au niveau de notre association, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. On a parlé de la petite pub tout à l'heure, des formations valeurs de la République et laïcité, parce que ça, je veux dire, c'est concret. On forme des bénévoles, on forme des salariés, on forme des services civiques, on forme des fonctionnaires territoriaux. 2 jours de formation, c'est pas rien. Pris en charge par l'État. Donc ça, c'est aussi quand même intéressant de voir que ça existe. Et ben voilà, là, c'est concret. On forme à chaque fois des groupes de 15 par-ci, par-là. Et on a des gens, petit peu, qui peuvent apporter leur petite pierre à l'édifice. Donc c'est ça, c'est des actions. Là, lundi, ça sera le 9 décembre, puisqu'aujourd'hui, on est le 5. Et lundi, on va faire une projection débat autour du film Amal, Un esprit libre. Voilà, donc ça c'est important. Ce film, si vous ne le connaissez pas, c'est un film belge qui est un petit peu le côté Samuel Paty version Belgique. Bon, c'est une fiction, mais c'est un film très dur quand même et qui rentre dans le débat. Voilà, je crois que toutes ces actions-là, c'est des petits ruisseaux qui vont dans la grande rivière de la liberté de conscience et pour travailler, pour rattacher sur les valeurs de la République. Et je pense qu'il y a encore ces possibilités-là, encore d'agir. Voilà. Il faut avoir une note d'espoir et avoir une vision, j'ai envie de dire, obligatoirement optimiste. Si à un moment donné, on ne se dit pas, tout c'est perdu, on ne peut rien faire, etc., on est sûr d'aller dans le mur. À un moment donné, il faut se retrousser les manches et il faut y aller, il faut aller dans le dur. Il
pour aller dans le dur, dans les établissements scolaires, tout ça. Encore hier, je rencontre un proviseur dans un établissement pour mettre en place des actions laïcité là-dessus. Et on voyait la frilosité des professeurs. Je tairai le nom de ce proviseur, je tairai le nom de ce lycée, mais le proviseur me dit j'ai dû à gérer des conflits entre professeurs devant les élèves, les pro-Israël et les pro-Gaza. Et ça s'engueulait devant les élèves. Alors là, quand on est face à ça, on comprend la difficulté aussi. Alors, on dit, mais nous, on est intervenants, on a une certaine expertise, on peut venir et parler là-dessus. Donc c'est aussi quid de comment on fait. Quand même nous, on a les outils, on peut venir et qu'on sent qu'il y a des gens frileux pour nous faire intervenir. Oui, ce qui est problématique aussi, c'est que l'école ne soit plus un lieu protégé. Ce genre de débat n'a pas lieu d'être dans une salle de classe. Quand vous avez des professeurs même qui embrayent, voire qui les instaurent, ces débats, ce sont des atteintes à la laïcité en réalité. Elles sont très très graves. Moi, je l'ai constaté très souvent. D'ailleurs, quand j'ai été accusé, mes élèves, quand ils ont vu la lettre dans l'Obs, ils ont été manipulés par des salafistes dans une classe seulement. Et les élèves m'ont dit, alors que ça se passait très bien dans le cours, il y avait une bonne dynamique et tout, ça marchait très très bien. Et elles me disent, monsieur, pourquoi vous avez écrit ça contre nous ? Et je leur ai dit, écoutez, je ne peux pas vous répondre. Ici, je suis votre professeur de philosophie. Je ne suis pas ici en tant que citoyen, donc je ne vous répondrai pas. Vous pourrez poser la question à d'autres, mais moi je ne peux pas le faire. Voilà. L'école doit être un lieu neutre. Pour revenir à ce qui a été dit, le concret, oui, mais toujours dans la perspective aussi vraiment du combat politique de la nation, et c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, l'école, on ne la réparera pas. Il faut refonder même le métier. Les enseignants n'ont plus conscience de ce qu'ils font. Ils pensent qu'ils font de l'animation ou qu'ils sont des techniciens, des pédagogues, alors qu'en réalité, l'autorité, je pourrais vous faire un cours sur l'autorité, mais je peux vous dire que j'ai une expérience là-dessus. L'autorité, ça dépend d'autre chose. Et les professeurs ont perdu leur autorité parce que l'institution leur a retiré leur mission. Ils n'ont plus le sens de leur mission. Mais là, je pense que il y aura un jour une articulation entre la société civile et nos représentants politiques. Eh bien, merci beaucoup Didier Lemaire. Merci à tout le monde. Je pense qu'il mérite des applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous annonce le programme de la prochaine émission qui aura lieu le jeudi 6 février. On n'en fera pas en janvier puisque le premier jeudi tombe pendant les vacances scolaires. Donc, on va s'accorder un petit peu de repos également. Donc, le jeudi 6 février de 17h à 19h, nous serons ici encore à la MJC Simone Signoret comme aujourd'hui. Et on va parler de la laïcité face aux faux laïcs. Et pour le coup, on aura Aline Girard qui sera présente, qui est secrétaire générale de l'association Unité Laïque, qui va nous parler de ce sujet. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.